Bonjour, donc je suis le docteur Alban Macagno, je suis oncologue radiothérapeute. J'exerce surtout à Marseille, mais je consulte aussi comme mes confrères dans des sites annexes et notamment sur l'étang de Berre. Je remercie bien entendu toute l'organisation et les principaux acteurs du printemps de la cancérologie, Steve Ellis et mon associé le docteur Didier Coven. Je remercie aussi tout l'auditoire. J'ai vu beaucoup de patients, patientes et également des collègues de travail. Et c'est toujours très important de voir à la fois les gens avec qui on travaille, mais aussi les patients, parce que vous nous portez et comme le disait Steve, on essaye avec vous de faire une meilleure médecine et à développer une médecine, une oncologie humaniste. Et je trouve que ce terme est très intéressant. Donc je vais aborder moi plutôt une partie technique de la prise en charge en cancérologie. Je vais essayer d'être le plus clair possible et s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, on reviendra sur les points à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que la radiothérapie? Les rayons, hein, on vous dit souvent. La radiothérapie, c'est un traitement à part entière du cancer, comme la chirurgie, comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées, ou en gros les traitements médicamenteux du cancer. La radiothérapie, elle est délivrée à l'aide d'un appareil qui s'appelle un accélérateur linéaire de particules. On va délivrer comme un scanner, comme des radios, des rayons X ou photons, mais sous forme c'est des rayons X de forte énergie et qui vont être concentrés par cette machine sur une cible précise. Et le but, c'est de concentrer la dose à un endroit précis et en épargnant les tissus qu'on appelle les organes à risque qui sont en voisinage pour ne pas créer de toxicité. Et c'est tout là l'enjeu technique et thérapeutique de la radiothérapie. Donc comment ça marche les rayons X de forte énergie? En fait, on va détruire les cellules cancéreuses en fragmentant leur ADN. Et elles vont mourir plus facilement que les cellules saines. Et c'est ce qu'on appelle l'effet différentiel. C'est vraiment le principe de la radiothérapie, c'est cet effet différentiel, c'est-à-dire qu'en répétant des séances à petite dose dans le temps, classiquement quand on fait des rayons, on fait des séances une fois par jour, des séances qui durent 10 minutes, 5 jours par semaine et pendant longtemps. La plupart des traitements se font en 30 séances, même si maintenant on a tendance à les raccourcir et on va voir. Parce que les cellules tumorales sont plus sensibles à l'irradiation, ce sont des cellules qui se divisent et donc qui vont mourir plus facilement sous l'action des rayons, contrairement aux cellules saines qui vont se réparer du fait de cet étalement et de ce fractionnement, du fait de répéter des petites doses, qui vont mieux se réparer que les cellules malades. Et c'est ça qu'on appelle l'effet différentiel et de façon très schématique, c'est le principe des rayons de la radiothérapie. Alors, pour vous illustrer les progrès qu'on a fait dans le traitement du cancer et dans les modalités de radiothérapie, j'ai choisi de prendre l'exemple d'un cancer, un des plus fréquents, le cancer du sein, qui parle à tout le monde. Alors, classiquement, quand on a un cancer du sein qui est localisé, je vais parler de cancer du sein localisé, parce que souvent la radiothérapie intervient pour des cancers localisés, mais vous allez voir après qu'on peut s'en servir aussi pour des cancers avancés. Donc, pour un cancer du sein localisé, on fait une mammographie généralement de dépistage, et puis le plus souvent, voilà, c'est comme ça qu'on met en évidence la lésion. On a besoin d'une biopsie pour avoir une preuve formelle. C'est vraiment ça qui va nous donner le diagnostic et ensuite la patiente va être opérée et en fonction de certains facteurs qu'on aura sur la pièce opératoire, elle va avoir une chimiothérapie ou une radiothérapie. La radiothérapie, elle intervient presque tout le temps, après une chirurgie conservatrice. La radiothérapie, dans le cancer du sein, c'est une radiothérapie préventive, plus ou moins après de l'hormonothérapie. Donc ça, c'était pour replacer un petit peu le contexte. Donc la radiothérapie, le but, c'est d'améliorer le contrôle local, c'est-à-dire de diminuer le risque de récidive dans le sein qui a été opéré. Et on a montré qu'avec des grandes études sur des milliers de patientes, qu'on améliorait également la survie des patientes. La radiothérapie, elle a surtout une place dans la conservation mammaire.
on fait de la radiothérapie pour pouvoir conserver le sein. On ne va pas faire des chirurgies lourdes, des mastectomies à tout le monde. La radiothérapie, elle permet aussi la conservation mammaire. On le fait aussi après une mastectomie. C'est-à-dire qu'une femme qui a une mastectomie parce qu'elle avait une maladie diffuse ou agressive, on fait de la radiothérapie aussi parce qu'on a montré qu'on diminuait également la survie dans certains cas, qu'on améliorait la survie dans certains cas aussi. Le but de la radiothérapie, comme je vous ai dit, c'est de minimiser le risque de séquelles et de veiller à cette qualité de l'irradiation. Alors, pour le cancer du sein, une des améliorations de la radiothérapie, ça va être de faire des radiothérapies plus courtes, mais tout aussi efficaces et avec les mêmes effets secondaires, ou voire le but c'est de tendre à 0 effet secondaire, bien sûr. Donc avant, on faisait, vous avez tous entendu parler d'une radiothérapie en 25 à 33 séances, ça c'est la radiothérapie classique, on répète les séances dans le temps. Et on le fait aussi encore aujourd'hui. Mais on a tendance maintenant, et on le fait de manière on fait tout ça maintenant, parce qu'on a montré qu'on pouvait réduire le nombre de séances sans danger. C'est-à-dire faire 15 séances. 15 séances, c'est-à-dire de réduire ce qu'on appelle l'étalement, et de faire plus de doses par séance. Et on a montré que faire plus de doses par séance, et faire 15 séances, on était tout aussi efficace, et on n'avait pas plus d'effets secondaires. Donc ça, c'est le nouveau standard. Et on l'a fait, et on peut le faire même pour des volumes complexes, parce que des fois, quand on irradie un sein, on irradie des aires ganglionnaires, et c'est des volumes plus complexes, et on peut le faire sans danger. On l'a fait, et on a pas mal de recul, parce que nous, les radiothérapeutes, on l'a beaucoup fait pendant le Covid. Pendant le Covid, on a assuré la prise en charge des cancers, parce que c'était primordial, mais on devait faire venir beaucoup moins les gens à l'hôpital parce qu'on ne savait pas trop vis-à-vis du risque infectieux. Et donc, ce qu'on appelle l'hypofractionnement, c'est-à-dire réduire les temps de traitement, on a été un peu obligé de le faire. Et donc, maintenant on a du recul, et même avec les études, donc on a notre expérience personnelle, plus l'expérience des études. Et c'est important aussi d'avoir son expérience personnelle. Et sur nos patientes, on a vu qu'on n'avait pas plus d'effets secondaires et qu'on avait aussi une très bonne efficacité. Et même plus récemment, on fait des radiothérapies du sein en 5 séances. En 5 séances, on peut le faire, on le fait que dans certains cas. Et il y a quelques semaines, j'étais au Congrès européen de cancérologie et il y a une présentation en plénière où on a montré les résultats à long terme, à 10 ans, de la radiothérapie en 5 séances. Et les résultats étaient assez encourageants pour des cancers du sein qui étaient très localisés. On le fait que dans certains cas, mais on va tendre à le faire de plus en plus parce que 5 séances par semaine, ou 5 séances, des fois on peut faire même une séance par semaine pour des patients âgés pendant 5 fois. Et donc on a tendance à le faire de plus en plus souvent. Donc vous avez vu que aussi on a amélioré la qualité de vie de nos patientes en cours de traitement pour les faire venir moins à l'hôpital. Alors la radiothérapie, c'est surtout aussi un défi technique, ce qu'on appelle un défi dosimétrique. La dosimétrie, c'est quand on prépare un traitement en radiothérapie. Classiquement, on faisait de la radiothérapie 3-dimensionnelle. C'est ce qui est affiché sur l'écran là. En gros, pour irradier, pour faire de la radiothérapie dans un cancer du sein, la meilleure méthode, c'est d'avoir des faisceaux tangentiels qui coupent le sein et qui permettent d'irradier en totalité le sein. Alors, c'est faisable dans la plupart des cas, mais comme vous le voyez sur l'autre photo, le plus souvent, il peut y avoir des anatomies qui sont complexes et des thorax qui sont beaucoup plus concaves ou un cœur qui est proche de la paroi. Et donc là, vous voyez que si on essaye de faire des tangentiels, on irradie de manière beaucoup plus importante le poumon, par exemple, dans ce cas-là, ou le sein. Et donc là, on est à risque de toxicité. Donc ce qui nous a poussé à développer des nouvelles techniques. Alors, on part de cette radiothérapie 3-dimensionnelle et on a développé des radiothérapies qu'on appelle par modulation d'intensité, où on va avoir des lames qui vont bouger, où on va avoir maintenant ce qu'on appelle de l'arc-thérapie, et ce qu'on utilise maintenant dans la plupart des traitements, quand c'est nécessaire, ce qu'on fait de l'arc-thérapie, c'est-à-dire un faisceau tourne, c'est la dernière image en bas à droite, un faisceau, c'est les 2 dernières images, pardon, c'est un faisceau qui va tourner, qui va délivrer en même temps l'irradiation pour multiplier les points d'entrée et conformer la dose le mieux possible pour éviter d'avoir ces 2 tangentiels classiquement
qui sont à risque d'effets secondaires pour des volumes complexes. Donc ça, c'est les améliorations techniques de la radiothérapie. Et là, on voit ça, c'est un plan de radiothérapie, c'est ce qu'on a, nous, quand on prépare un traitement de radiothérapie, ce qu'on appelle, on a toute une équipe qui est derrière nous, qui prépare la radiothérapie, des physiciens, des manipulateurs, des dosimétristes, et on a besoin de cette équipe. Et là, c'est un plan de radiothérapie. Et vous voyez que le cœur, là, qui est en rose, il est très proche de la paroi mammaire. C'est une patiente qui avait une mastectomie. Et donc, si on faisait de la radiothérapie 3-dimensionnelle, on serait obligé de passer par le cœur. Et passer par le cœur pour faire de la radiothérapie, on est à risque d'effets secondaires. Et les enjeux, ils sont très importants dans le cancer du sein parce qu'on a des patientes qui vivent tout aussi longtemps que la population normale. Donc, il ne faut pas leur créer des effets secondaires. Il ne faut pas créer surtout des effets cardiaques parce que les risques cardiaques, on peut risquer des infarctus ou des problèmes autres. Donc, là, avec cette radiothérapie par conformationnelle, on dit, ou arc-thérapie, on couvre de façon. On est plus efficace sur la couverture du volume que l'on veut traiter et on protège beaucoup mieux les organes à risque et notamment le cœur. Alors, on a d'autres techniques pour mieux protéger. Là, c'est un exemple de technique qu'on peut mettre en place. C'est ce qu'on appelle de l'asservissement respiratoire, c'est-à-dire la patiente pendant le traitement respire par un spiromètre, on l'a entraîné et on voit qu'on irradie que pendant une certaine phase du cycle respiratoire, par exemple en aspiration bloquée, parce qu'on sait que le cœur peut s'éloigner de la paroi. Une autre avancée technique en radiothérapie, c'est le positionnement. Il faut bien positionner le malade pour avoir des traitements rapides. Et on a mis en place ce qu'on appelle des positionnements surfaciques, c'est-à-dire à l'aide d'une caméra laser, on projette sur l'anatomie de la patiente un film laser qui nous permet de vérifier qu'elle est dans les valeurs de tolérance. Et l'appareil s'arrête si on est dans le rouge, si la patiente a bougé, si on sort du volume. Et donc, par plein de moyens, on a réussi à avoir une meilleure radiothérapie, une radiothérapie plus performante, une radiothérapie plus courte et une radiothérapie moins néfaste, notamment sur les risques à long terme. Parce que les effets aigus, tout le monde va les avoir, c'est pas très grave. Le coup de soleil en cours de radiothérapie pendant l'irradiation d'un cancer du sein, c'est assez constant. Ça dépend du volume du sein, ça dépend de plein de paramètres, mais ça rentre dans l'ordre dans la quasi-totalité des cas. On arrive à le manager, on met des crèmes, etc., on met des antidouleurs, on peut même faire appel à des coupeurs de feu, ça marche très bien. Mais ça rentre dans l'ordre. Par contre, ce que l'on ne veut pas, c'est les effets secondaires à long terme chez des patientes qui ont une espérance de vie globalement similaire à la population générale, Et on ne veut pas de problèmes cardiaques, pulmonaires. Concernant les séquelles esthétiques, ça c'est plus compliqué. Pourquoi les séquelles esthétiques ? On a tous une tendance à cicatriser de manière différente et ça c'est quelque chose qu'on arrive moins à prédire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs propres à chaque patient où on ne sait pas comment ils vont cicatriser. Un patient qui a du diabète, une patiente qui fume va cicatriser moins bien. Il y a une sensibilité intrinsèque au rayon et ça c'est très difficile à prédire. On travaille dessus. Il y a beaucoup d'études, notamment à Montpellier, sur ce qu'on appelle des tests de radiosensibilité intrinsèque où chez certaines personnes, elles seraient plus sensibles à la radiothérapie et à faire des séquelles, qu'on appelle des fibroses, des séquelles cutanées. Et ça c'est un point où on tend à s'améliorer, où on aimerait bien avoir peut-être un élément de radiosensibilité. Et ça, c'est des études qui se font, bien entendu, ce qu'on appelle en préclinique. Alors la radiothérapie, donc là je vous ai parlé de l'exemple du cancer du sein et du cancer du sein localisé, ce qu'on fait en pratique. Tout ce que je vous ai montré, c'est des choses que l'on fait en pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas des méthodes expérimentales, on le fait pour toutes les patientes. La radiothérapie stéréotaxique aussi. C'est une nouvelle modalité de radiothérapie qui est complètement différente de la précédente. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre les deux sujets en balance. La radiothérapie stéréotaxique, c'est une nouvelle modalité de radiothérapie. Vous allez voir, on la connaît depuis un petit moment, mais c'est complètement quelque chose de différent. C'est un changement complet de paradigme. En fait, le but de la radiothérapie stéréotaxique, je vais revenir sur la définition après, c'est une radiothérapie de précision,
C'est-à-dire qu'on va délivrer de fortes doses d'irradiation, on ne va plus délivrer comme par exemple dans le cancer du sein des toutes petites doses par séance, en très peu de séances, classiquement en 1, 2, 3, voire 5 séances, avec une extrême précision, c'est-à-dire dans un petit volume, contrairement au cancer du sein où c'est une radiothérapie préventive, avec un contrôle parfait du mouvement, du positionnement, et à l'aide d'un équipement super adapté. C'est des machines extrêmement performantes. Alors, d'où vient l'adjectif stéréotaxique je vais faire un peu d'historique, c'est toujours intéressant. La stéréotaxie décrit une procédure au cours de laquelle une cible est localisée par un repère de référence, un référentiel dans l'espace. Et ça, c'est l'histoire de la radiothérapie stéréotaxique. Et la première radiothérapie stéréotaxique date de 1949 par un Suédois qui s'appelait Leksell. Et en 1968, il y a eu le premier appareil de radiothérapie stéréotaxique qui s'appelait le Gamma Knife. Et ce Gamma Knife, il a été mis en place en France pour la première fois à Marseille. En 92, à la Timone. C'est les neurochirurgiens qui le faisaient. Et ils en font toujours. Hein. Et donc ça, c'est un appareil de radiothérapie. On le faisait sur les métastases cérébrales. Et puis après, on a amélioré nos accélérateurs. Et nous, les radiothérapeutes, on fait de la radiothérapie stéréotaxique. Soit avec des appareils où on a mis des options en gros dessus pour faire des appareils de radiothérapie classique, mais on a mis des options pour faire cette radiothérapie de précision, soit des appareils spécifiques et un appareil spécifique dont je vais vous parler qui s'appelle le CyberKnife qu'on dispose à Marseille. Voici l'appareil. Donc, pour revenir rapidement à l'historique et après je reprendrai un peu la radiothérapie stéréotaxique, le Gamma Knife, c'est un appareil qu'on appelle de radiothérapie très performant de précision pour les métastases cérébrales où on visse en fait un casque, c'est les neurochirurgiens sur le crâne pour avoir ce repère. Donc c'est quand même assez invasif hein, comme radiothérapie et on traitait classiquement des métastases cérébrales ou même des pathologies non cancéreuses comme des malformations artério-veineuses. Alors qu'est-ce que c'est le CyberKnife? On peut entendre, il y a plein de robots de radiothérapie. Alors c'est un robot intelligent, on n'a pas besoin de ce cadre de fixation qu'on vise sur la tête. Et c'est un robot qui va passer par plein de points de position dans l'espace, qu'on appelle des nœuds, plus de 100 nœuds. Et avec cette multitude de points de points et de direction, on irradie de façon extrêmement précise, avec une précision qui est inframillimétrique. Et donc c'est très intéressant pour certains organes, hein, pour certaines métastases. Donc là on parle du cancer du sein, de cancer avancé, par exemple de métastases cérébrales, qui est important dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, et où on peut traiter avec une extrême précision des métastases qui sont mal placées, qui ne sont pas opérables, où on peut traiter, vous allez voir, beaucoup de lésions en même temps. Alors comment ça se passe en pratique un traitement de radiothérapie? Alors, j'ai choisi de vous montrer la préparation d'un traitement de radiothérapie pour que ça soit le plus clair possible. En pratique, on a un patient ou une patiente qui va avoir malheureusement le diagnostic de métastase cérébrale. Alors on ne prend pas seul la décision. En cancérologie, il y a toujours une équipe qui se réunit au cours de réunions, de concertations pluridisciplinaires où on décide du meilleur traitement en fonction de la pathologie, en fonction du nombre de métastases, en fonction de la localisation, en fonction des symptômes. Et on décide de faire soit une chirurgie, une neurochirurgie, s'il y a des symptômes de compression, un risque d'atteinte neurologique ou des grosses lésions qui nécessitent d'être chirurgicales, ou on décide de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Maintenant, les nouvelles molécules de chimiothérapie ou de thérapie ciblée sont aussi efficaces sur le cerveau. Et souvent, on doit faire de la combinaison de traitements, combinaison chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, thérapie ciblée. Donc là, en l'occurrence, je vais vous parler de la radiothérapie, du traitement de radiothérapie. Donc là, on a décidé d'un traitement de radiothérapie. Et là, il y a une véritable course contre la montre qui commence parce que la métastase, elle peut évoluer, la métastase, elle peut changer de forme. Et donc, le but, c'est d'avoir une équipe ultra entraînée avec un process qualité le plus fiable possible et le plus précis pour pouvoir traiter de manière la plus reproductible et la plus précise possible le patient ou la patiente.
Donc, ce que l'on fait, le patient, on a décidé de la radiothérapie, mais on va vite prévoir cette radiothérapie et on va faire ce qu'on appelle une simulation, c'est-à-dire un repérage, une préparation de la radiothérapie. Le patient va avoir, via nos manipulateurs, un scanner de repérage et une IRM de repérage pour mieux voir les lésions. Et on va confectionner, comme vous voyez sur la photo du milieu, un masque thermoformé pour avoir une immobilisation. Et donc ça, la phase de préparation, elle dure 2 jours. Et elle nécessite des équipes qui travaillent ensemble, manipulateurs, dosimétristes, physiciens, médecins, pour pouvoir préparer le traitement en un temps réduit. Et donc notre équipe de dosimétrie et de physique vont préparer les faisceaux. Et là on voit sur la dernière image la multitude de faisceaux pour cibler la lésion avec des marges extrêmement étroites pour ne pas irradier des zones fonctionnelles ou irradier, avoir un gradient de dose le plus resserré possible pour ne pas risquer d'endommager le cerveau sain. Et donc ensuite on commence une fois que le traitement est prêt et qu'on l'a validé, on commence la radiothérapie entre le 2e et le 5e jour. Et donc on fait 1 à 3 séances classiquement sur des métastases cérébrales. Les séances durent environ 1 heure quand même. C'est un traitement qui est beaucoup plus long qu'une radiothérapie classique, mais qui est plus complexe dans sa préparation. Et le patient va être traité avec l'appareil. Donc ça c'est un exemple de traitement de radiothérapie stéréotaxique par CyberKnife. En pratique, peu d'effets secondaires, surtout si des petites lésions. C'est rare qu'on ait des effets secondaires importants, ça arrive. Ce qu'on appelle les œdèmes radio-induits ou la radionécrose, qui sont des effets classiques de la radiothérapie. On essaie de le prévenir. On a des excellents résultats, supérieurs à 90%, et comme je vous dis, ça dépend de l'expérience du centre. Il faut des équipes entraînées pour pouvoir faire ce type de traitement, et il faut vraiment une coordination parfaite entre tous les corps de métier qui interviennent dans la radiothérapie. Et c'est aussi ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas que le radiothérapeute qui intervient, mais il y a toute une équipe derrière pour planifier les patients, les secrétaires, pour préparer, pour délivrer les manipulateurs, les physiciens, les dosimétristes. Tout le monde intervient et c'est cette entente dans l'équipe et cette organisation qui fait qu'on peut avoir des traitements efficaces. Alors on peut faire beaucoup de choses avec la radiothérapie et j'ai choisi de vous montrer des exemples. On peut traiter des multitudes de lésions, on peut traiter jusqu'à 12 lésions en même temps. On peut traiter des patients qui ont déjà été opérés, irradiés, parce qu'on prend très peu de marge et on a peu d'effets secondaires. On peut traiter des lésions qui sont proches les unes des autres, qui ne sont pas opérables, comme des lésions du tronc cérébral qui peuvent menacer rapidement les fonctions vitales. Alors la radiothérapie stéréotaxique, ça peut être fait aussi pour d'autres organes, soit par des appareils dédiés, comme je vous l'ai montré, soit par des accélérateurs où on a mis des options pour faire de la radiothérapie. Et c'est intéressant de le faire parce que, certes, la métastase cérébrale, c'est l'exemple concret de la radiothérapie stéréotaxique, mais on peut traiter des ganglions, on peut traiter des métastases pulmonaires, on peut traiter des métastases osseuses. Et par exemple, là, c'est une métastase d'un cancer du poumon, une métastase osseuse. Et vous voyez que tout l'enjeu, ça va être d'éviter, vous voyez que là, on creuse, je ne sais pas si j'ai le pointeur, mais on creuse là où il y a la moelle au milieu, parce que si on irradie à forte dose la moelle, c'est la paralysie. Donc le but, c'est de traiter la vertèbre, traiter la maladie, tout en évitant la moelle. Et on fait de plus en plus de radiothérapie stéréotaxique. Pourquoi? Parce qu'on a montré, ça on a des études, on a montré que lorsque, on le fait que pour des patients ou des patientes particulières, que lorsque les métastases sont limitées, c'est-à-dire classiquement 5, voire 10 maintenant. On dit que si on arrive à traiter en plus du traitement systémique, parce que ça reste la base quand même dans une maladie avancée, la chimiothérapie, l'immunothérapie, mais lorsque les sites sont limités, le but c'est de remettre les compteurs à zéro, c'est de traiter toute la maladie visible, qui est la plus agressive. Et donc, on peut faire de la chirurgie, mais la radiothérapie c'est une procédure non invasive, donc on peut le faire. Et on sait que ces maladies sont peut-être de meilleurs pronostics. Et si on traite tous ces sites que l'on voit, on peut peut-être avoir des survies meilleures. Et on commence à avoir du recul sur certaines études et on a montré qu'on améliorait ou on repoussait également le temps jusqu'à l'instauration d'une nouvelle ligne de chimiothérapie. Ou des fois, on pouvait faire des pauses aussi sans traitement. Ça permet aussi
d'éviter des traitements systémiques au long cours. Et avec surtout l'efficacité des nouvelles thérapeutiques, on se retrouve sur des maladies qu'on appelle oligo-persistantes, c'est-à-dire où il n'y a que quelques lésions qui restent, et le but c'est de finir le travail un peu. Donc voilà, donc ça c'est pour les maladies diffuses. Mais on s'en sert aussi de la radiothérapie stéréotaxique dans les cancers de stade précoce, et ça on le fait depuis assez longtemps. On le fait particulièrement pour le cancer du poumon. Le cancer du poumon, un petit cancer du poumon, normalement la stratégie de référence c'est l'opération. Mais pour certains patients, ils ne vont pas être opérables parce qu'ils ont une insuffisance respiratoire, parce qu'ils ont déjà été opérés. Et donc, dans ce cas-là, on leur propose une radiothérapie stéréotaxique. Et cette radiothérapie stéréotaxique, elle est tout aussi efficace pour des patients sélectionnés que la chirurgie. En 3 séances, on peut éliminer un cancer du poumon précoce tout en leur évitant une chirurgie qui pourrait être délétère pour leur fonction respiratoire. Donc ça, on l'utilise très souvent. On le fait très souvent. On le fait aussi pour le cancer de prostate. On le fait lorsqu'il y a une récidive, en réirradiation. Et maintenant, bientôt, on va pouvoir le faire en primo-traitement. Et donc, on va pouvoir faire aussi venir moins les gens à l'hôpital et faire quelques séances pour un cancer de prostate localisé. Ça nécessite beaucoup de préparation parce que, là, vous voyez pour le cancer de prostate, la prostate elle est collée à la vessie et au rectum derrière. Et qui dit forte dose par séance dit quand même des risques. Et donc le but c'est de bien cibler la cible et aussi de protéger derrière. Parce que, comme vous l'avez vu, le risque de ce type de traitement c'est d'entraîner des séquelles. Et pour ne pas entraîner de séquelles, il faut éloigner. Donc on a des stratégies maintenant pour faire de la radiothérapie stéréotaxique de cancer de prostate où on va pouvoir implanter entre le rectum et la prostate un gel d'acide hyaluronique qui va pouvoir déplacer le rectum en arrière et pour l'éloigner de la prostate. Par exemple, où on met ce qu'on appelle des grains d'or dans la prostate aussi pour pouvoir suivre la prostate et la repérer. Donc il y a beaucoup de contraintes qui nécessitent une collaboration très étroite avec nos chirurgiens pour traiter. Et bon, ça va être bientôt, on va le faire et pour les cancers de prostate localisés bientôt. On le fait pour les cancers digestifs, les cancers du foie, les carcinomes hépatocellulaires du foie, les cancers primitifs du foie. On le fait pour les cancers du pancréas qui sont non opérables, où on fait de la radiothérapie stéréotaxique aussi. Donc ça, c'est des indications qui sont moindres, mais qu'on fait de plus en plus. Donc, pour faire un résumé, la radiothérapie stéréotaxique, c'est une radiothérapie de précision, délivre une dose très élevée d'irradiation en quelques fractions, voire une fraction, sur le cerveau ou sur un autre organe. C'est une activité à haut risque qui nécessite, comme je vous le dis, d'être entraînée. Au-delà du cancer, on peut faire de la radiothérapie stéréotaxique aussi. Je voulais vous montrer il y a des études où on fait de la radiothérapie en cardiologie pour traiter des troubles du rythme réfractaires à tout traitement. Et donc, on développe avec nos confrères cardiologues des techniques hors cancer. Et donc ça, c'est aussi des pistes intéressantes. Les autres innovations, il y a d'autres choses qui se font aussi en radiothérapie de précision et qu'on utilise en pratique. On peut coupler aussi la radiothérapie au lieu de le coupler à un scanner, comme ce qui est fait de manière classique, on peut le coupler à une IRM. C'est intéressant pour certaines localisations et par exemple pour les cancers de prostate, pour les cancers digestifs où on va voir l'image de gauche là, c'est le scanner, l'image de droite, c'est l'IRM pour un cancer de prostate, où on peut avoir une meilleure définition. Donc dans des irradiations focalisées, on peut être plus précis peut-être. Voilà. Donc ça aussi, on a des innovations dans l'imagerie. Et vous allez peut-être entendre parler aussi de radiothérapie adaptative. C'est-à-dire que de façon très schématique, en fait, on adapte notre radiothérapie à l'instant T de l'anatomie du patient. L'anatomie du patient, par exemple, quand on irradie un cancer de vessie, la vessie, elle a une forme différente. Et à chaque séance, on adapte notre plan de traitement à la forme de la vessie. Ça peut permettre, il y a des études qui sont en cours qui visent à voir si on peut diminuer le risque de récidive. Et ça, c'est des nouvelles techniques de radiothérapie. En fait, les nouvelles techniques de radiothérapie visent à quand même épargner les organes et être plus précis.
Merci beaucoup. Place aux questions. Je remercie mon équipe. Des questions dans la salle sur la radiothérapie. Allez. Moi, j'aimerais savoir quels sont les critères qui vont vous faire décider de radiation de 5, 15, 25 séances. Et est-ce que ces appareils, on les trouve dans tous les hôpitaux de France et de Navarre? Alors, quels sont les critères pour le nombre de séances? Ça dépend du type de pathologie. On a eu de longues études, on a du recul. On sait que pour un cancer de prostate, il faut faire tant de séances. Un cancer du sein, tant de séances. Ça, c'est des études qui se sont inspirées de ce qu'on appelle de la radiobiologie. Puis après, on a fait des études où on a comparé le nombre de séances, etc. Donc ça c'est des sites du recul et c'est un nombre défini pour arriver à une dose totale, qu'on appelle une dose totale en Gray, c'est l'unité de mesure. Et on sait que pour stériliser un cancer du sein, il faut ça, pour ce nombre de séances pour arriver à cette dose totale. Et pour stériliser un cancer de prostate, il faut cette dose. Alors, c'est assez complexe. Pourquoi, dans certains cas, on fait 5, 15, par exemple, si on revient au cancer du sein, pourquoi on fait pas 25 séances, 20 séances ou 5 séances? Alors, tout dépend de la complexité du volume à irradier aussi. Un cancer du sein où on irradie que le sein, c'est un volume plus facile à irradier et donc on sait que on peut faire maintenant 15 séances, 15 à 20 séances classiquement. Et même avec des ganglions, on a montré qu'on pouvait le faire. En augmentant la dose par séance, en fait, on arrive à une dose équivalente qui est la même que si on faisait 30 séances. 5 séances, on le réserve quand même à des volumes assez simples parce qu'on a quand même, il nous manque encore des années de recul et on est quand même très prudent sur les séquelles à long terme. Voilà. Et tout dépend de la biologie et tout dépend du volume à traiter. Je vais juste rajouter quelque chose, c'est exactement ça. Hein. Alors comment on décide en fait on a une petite idée au départ, mais après, avant de faire la radiothérapie, on fait un scanner de dosimétrie, et sur ce scanner nous donne beaucoup d'informations, comme l'a dit Alban, position du cœur, volume des poumons, quantité de poumons dans le volume à traiter, etc. etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'oriente vraiment définitivement sur 15, 25 ou 5. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est 15, 25 ou 5. Après, en plus de ça, il y a un peu l'expérience des différentes techniques qu'on a, et puis aussi l'âge du radiothérapeute, j'ai envie de dire, ceux qui se méfient beaucoup des nouvelles techniques et qui préfèrent être un peu plus prudents, attendre encore un petit peu plus, se faire leur propre expérience, voilà. Et c'est ce qu'on a eu avec le Covid, on a pu se faire l'expérience. Et pour répondre à votre question, est-ce que tous les centres ont? Alors il y a des centres qui ont des techniques particulières, mais globalement, on a quand même tous des radiothérapies perfectionnées qui nous permettent de faire ce type de choses. Alors, ce qui fait la différence, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas que le radiothérapeute, ni les décisions du radiothérapeute, il y a toute l'équipe derrière. Et il faut derrière des gens qui, aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de radiophysiciens qui sont de top niveau. Et dans tous les centres, on n'a pas des radiophysiciens de top niveau. Dans un même centre, on en a quelques-uns qui sont de top niveau et quelques-uns qui sont peut-être un peu moins bien, qui sont mieux pour faire d'autres choses, d'autres techniques. Et ça, c'est un des côtés qui est très important, c'est qu'il faut vraiment des gens c'est des gars qui ont un cerveau pas fait comme le mien. Sur une question. Dans le cadre du cancer du sein et des métastases osseuses, souvent on a des patientes qui ont une métastase osseuse unique, donc les oncologues les traitent, et j'ai l'impression que, comment vous choisissez, quand on peut proposer à la patiente la stéréotaxie, j'ai l'impression que c'est pas souvent fait conjointement, alors que visiblement on voit que ça améliore la survie. Alors, effectivement, quand on a effectivement une lésion osseuse, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette lésion elle est stable ou instable? Est-ce qu'il faut, si c'est une lésion qui est à risque pour la moelle, on discute avec le chirurgien. Si cette lésion, si les lésions sont limitées, ça vaut le coup de faire de la radiothérapie.
encadré par de la chimiothérapie, mais on a quand même, il nous manque encore un peu de recul sur les études, notamment dans le cancer du sein, où je pense que Didier confirmera, mais il nous manque encore un peu de recul. On a des études qui sont en cours pour nous dire est-ce qu'on a un réel bénéfice à ajouter un traitement de radiothérapie au traitement général. Mais nous, radiothérapeutes, on est quand même intimement convaincus que ajouter dans certains cas de patients bien sélectionnés un traitement local, ça améliore quand même au moins la survie sans progression, ou sur des lésions qui peuvent être menaçantes, la survie sans complications quand même. Donc c'est ça aussi que, parce qu'une métastase osseuse, c'est pas rien et il peut y avoir des complications médulaires. Oui, parce qu'on avait l'impression que les patientes douloureuses, on les envoie en radiothérapie, celles qui ne sont pas douloureuses, voilà, on fait que le traitement médical. Merci. D'autres questions? Moi, je voulais savoir, est-ce que la radiothérapie stéréotaxique, ça veut dire que c'est la fin de la radiothérapie classique d'ici peu de temps, ou est-ce que ça dépend Pas du tout, parce qu'en fait, les deux modalités sont très différentes. La radiothérapie stéréotaxique, c'est une radiothérapie où on doit irradier avec une extrême précision, sans marge, une cible de façon extrêmement précise, à forte dose. Le standard de la radiothérapie, par exemple pour un cancer du sein, il faut des marges. Il ne faut pas louper de la maladie. Donc, il faut irradier un volume important. Et on ne peut pas faire de la radiothérapie stéréotaxique sur un sein parce qu'on risque des effets secondaires. Donc, il faut une radiothérapie large, préventive, certes, où on doit améliorer la qualité, où on ne doit pas avoir d'effets secondaires. Mais les deux techniques sont complémentaires. Merci. Merci beaucoup. Merci, on va passer au sujet suivant. Merci beaucoup à vous. Ouais.